Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Chaîne Potagère. Aujourd'hui, je vous propose, en ce début juin, un tour complet du jardin potager. On avait fait ça il y a de ça 2-3 semaines auparavant. Pourquoi je le fais maintenant et pas dans 2-3 semaines comme à l'habitude? C'est parce que en cette période de l'année, on a beaucoup d'évolutions et notamment beaucoup d'évolutions sur une courte période de temps. C'est-à-dire que là, on a de la chaleur et de l'humidité, les cultures poussent. On est au stade de récolte pour toutes les cultures que l'on a semées en début de printemps. Et je vous invite à voir ça maintenant. Alors évidemment, ce ne sera pas juste une vidéo blabla et je vous montre ce que je sais faire. Évidemment, vous vous doutez bien, moi j'aime bien ce genre de format, c'est de vous montrer un peu les itinéraires techniques et les points clés de réussite de chaque itinéraire. Voilà, dans les grandes lignes. Et si je peux vous apporter un peu de connaissances, eh ben, je serai comblé. On est parti avec la première parcelle. Un beau mélange permaculturel. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous le voyez, on a des laitues. Donc, de la laitue verte, de la laitue rouge. Donc, me semble-t-il que celle-ci est de la laitue lilloise et celle-ci, c'est de la laitue 4 saisons. Et on a normalement du maïs à l'intérieur. Oui, il y a du maïs qui a été semé de ça en bien il y a 3 semaines. Il est en train de pousser, mais bon, c'est vrai que c'est un petit bazar là-dedans. En fait, je me suis dit que les salades allaient avoir le temps de pousser entre les maïs. Mais en fait elles ont un peu étouffé le maïs, donc bon, je verrai si je recommence le semis. De toute manière, c'est de la semence que je n'ai pas payée. Voilà. Ici on a de la roquette et d'autres salades à couper en mélange. Alors la roquette monte toujours en graines beaucoup plus tôt que les autres. Donc une astuce pour la roquette, en fait, c'est de la semer vraiment en début de printemps, parce que là on arrive un peu dans la période du beau temps, peu nuageux, et la roquette elle commence à monter en graines fortement bien avant les autres. Sinon on a les laitues à couper qui sont là, qui sont toujours présentes. Donc pour la roquette c'est simple, je vais juste les déraciner et les mettre au compost. Voilà. On continue d'améliorer le composteur en même temps, donc c'est pas réellement une perte, c'est plus une dépense d'énergie pour rien, pour ces graines qui auront poussé, grandi et que je vais malheureusement arracher. Ça je vous le montre jamais, c'est ce que j'appelle un carré aromatique. Mais je suis pas fort dans les aromatiques, donc si vous avez des conseils, alors pour être simple, ici je crois que c'est du cerfeuil, mais qui a l'air de monter en graines. Ici on a, j'ai l'impression, des zinnias. Bon, c'est des fleurs. Est-ce que ça fait aromatique? Je ne pense pas. Et normalement derrière on avait, oui c'est ça, on a également du persil et de la coriandre. Mais bon, encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas expert en plantes de ce type, en plantes aromatiques. Donc bon, j'ai préféré mettre de la salade derrière parce que je préfère quand même cette culture. En termes de gestion culturelle, c'est beaucoup plus simple que les aromatiques. Mais c'est vrai que les aromatiques, c'est une belle valeur ajoutée au potager. Donc je vous invite à en semer, et en semer beaucoup. Parce que faire ces aromatiques soi-même sur une année, ça prend pas beaucoup de place. Et contrairement à ce qu'on pense, ça fait une belle rentabilité à la fin de l'année. C'est-à-dire que on a vite fait d'acheter pour toute une année entre 50 et 70 euros d'aromatiques, de divers origines. En plus, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc je vous invite quand même à faire vos aromatiques vous-même. Sinon, rien à dire de plus sur cette parcelle. On passe à la suivante, et c'est une parcelle d'oignons en très haute densité. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est des oignons, là, ils sont sous-filés là ici, parce que j'ai un petit problème de mineuse. Vous n'êtes pas sans savoir ça, que dans le nord on est un peu pollué par cet insecte qui vient ravager les aliacées. Mais vous voyez que là on est au stade de bulbaison. Ça y est, ça commence à grossir. Alors c'est comme ça partout. Je vais essayer de vous mettre à l'intérieur. Hop. Vous voyez, on a ça un peu partout. Donc ça me plaît bien. On a un beau feuillage. Excusez-moi. Un très beau feuillage et beaucoup de verdure. Donc normalement la verdure est proportionnelle à la taille du bulbe. En général, j'ai rarement vu des gros oignons avec des petites feuilles. C'est plutôt l'inverse que j'ai remarqué chez moi en tout cas. Plus on a de feuilles, plus on a de bulbes. Donc normalement, d'ici 1 mois et demi, on va voir si le résultat de tout le travail que l'on a fait en amont de plantation et d'entretien de la terre va payer ou non. 2 mots rapides sur la culture d'oignons. Comment j'ai fait pour déjà l'avoir de cette hauteur à cette période de l'année? Il y en a qui viennent seulement de la planter, je pense. Je l'ai planté sur un sol gelé fin février. Donc c'est-à-dire que je suis venu décrouter en surface lorsqu'il était gelé le sol, et je suis venu implanter mes oignons. Voilà. Donc ça permet d'avoir comme ça une plantation, et l'avantage d'avoir une terre gelée, c'est que quand on marche dessus, vous voyez, lorsque je marche sur une terre classique, et ben ça fait des marques. Ce qui est naturel et normal, c'est ce qu'on appelle le phénomène de compaction.
Cependant, lorsque l'on a une terre gelée, finalement l'eau qui est à l'intérieur est gelée. L'eau de la terre, il y a environ 25% d'eau dans une terre bien structurée. Et donc c'est 25% en fraction massique d'eau dans la terre, gèle, donc durcit. Donc on a plus de points durs et donc on a une meilleure résistance mécanique de la terre à nos pas. Donc ça permet de planter avec une structure de sol nickel, chrome. C'est-à-dire que là je suis venu planter et j'ai marché plein de fois dans cette parcelle et j'ai pas du tout piétiné mes oignons. C'était super, une superbe astuce ça. Planter sur genre de gel pour les cultures qui l'apprécient évidemment. C'était la dernière gelée d'ailleurs que l'on a eue de l'année. Fin février, voilà. Donc pour vous dire un peu le climat de l'année. Bon, chaque climat a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que là on a eu pas mal d'eau récemment. Alors je vais quand même vous montrer que l'on a les cuves qui sont pleines. Enfin la cuve qui est pleine. Enfin, elle était pleine et elle était à peu près ici. Et je vous rappelle qu'elle était vide. Elle était vraiment vide. Donc on a quand même gagné en une pluie plus de 700-800 litres d'eau. Ce qui est vraiment intéressant parce qu'en général quand il pleut 700-800 litres d'eau, il pleut l'équivalent de à peu près 20 mm. Et la chose qui me l'a confirmé, c'est ce que j'appelle le test de la barquette. Connaissez-vous le test de la barquette pour savoir votre pluviométrie? Et ben vous prenez une barquette, j'avais pris cette barquette, je l'avais posée comme ça sur la terre, avant qu'il pleuve, et en fait, l'épaisseur d'eau qu'il aura plu dans la barquette sera le nombre de millimètres de pluie qu'il y aura eu sur la terre. C'est-à-dire que si j'ai 2 cm d'eau dans ma barquette, et ben il aura plu du coup 20 mm. Vous avez compris le délire? Si j'avais eu 1 cm d'eau, et ben normalement j'aurais dû avoir une pluie de 10 mm sur ma terre. Donc ça c'est une bonne astuce qui ne coûte rien et qui permet d'avoir vraiment un suivi de l'humidité que l'on met à la terre et de l'hygrométrie, ce qui permet de gérer plein de ravageurs et plein de maladies beaucoup plus facilement, comme par exemple les limaces. Vous voyez ici une petite limace en action, parce que vous voyez j'ai arrosé ici, j'ai fait une plantation, on en reparlera, et ça permet également le fait de déclencher, comme je vous l'ai dit, des traitements. Donc c'est ce que j'ai fait le jour juste après qu'il ait plu cette quantité d'eau, avec les bons repères. Alors est-ce qu'on le voit encore? Alors oui, on le voit encore, ici. Vous voyez, j'ai déclenché un anti-limace. Alors l'anti-limace c'est toujours en préventif, hein. Et vous voyez, ça permet d'avoir vraiment un terrain qui reste, je veux dire, au plus... la réponse est au plus rapide par rapport à la commande. C'est-à-dire que si l'on a de la pluie, on se doute bien qu'il y aura des limaces. Mais si on ne sait pas la quantité d'eau qu'on a eue, on ne pourra pas moduler la quantité de produits que l'on met de traitement sur nos plantes. Donc voilà, je vous invite vraiment à mesurer la quantité d'eau. Alors le meilleur c'est un pluviomètre, hein. Comme ça, vous savez, les pluviomètres en plastique, mais ça coûte le même prix qu'un plant de tomate greffé. Donc je me dis des fois autant planter un plant de tomate greffé. Chose que je n'ai pas fait évidemment, vous doutez bien que j'ai gardé mon argent. Voilà, donc un bel itinéraire d'oignons. Donc 3 rangs, on s'en rend peut-être pas compte. Ici il y a 1, 2, 3 rangées. Et dans la rangée, j'ai planté tous les 5 cm. Pour vous montrer un peu. Vous voyez là, un écartement de ma main c'est 20 cm. Et vous remarquez qu'on a 1, 2, 3, 4. On a 4 bulbes. Et à des moments j'avais même un peu d'oignon en rab. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai planté 2 oignons. À un seul emplacement. Par exemple ici. À ce niveau là, on en a un ici et on en a un ici. Et les deux là ont été plantés au même endroit. Donc l'oignon, tout ça pour dire que ça aime bien la haute densité. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai bien travaillé sur ma terre. Et il y a eu du travail en amont. Je ne fais pas ça dans une terre qui n'a pas été analysée ou enrichie comme il ne faudrait pas pour ce genre d'itinéraire. Il y a un autre avantage à ça, c'est que vous le voyez, il n'y a pas du tout d'herbe. Alors, il n'y a pas du tout d'herbe. J'ai fait un seul désherbage lorsque les oignons venaient de lever avec un outil que j'affectionne particulièrement en ce moment, c'est la griffe. Une griffe de jardinier. Alors vous voyez ici on a de la menthe, parce qu'il y avait un précédent menthe ici et quelques plantes de menthe qui étaient restées dans la terre. Mais sinon, mis à part ça, on a vraiment un terrain exempt d'herbe. Vous voyez, il y a encore de la menthe ici. Là, on a un peu de trèfle. Un peu de trèfle, voilà. Si j'ai de la chance, j'aurai 4 feuilles. Apparemment, ça porte bonheur. Et bon, vous voyez, un traditionnel bourrage. Donc ça, je suis vraiment embêté avec ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la bourrage, c'est une plante qui fait des fleurs bleues. Assez jolie. Et vous voyez, ça fait par contre des millions de graines. Et les millions de graines qui peuvent germer à n'importe quel moment de l'année. Comme je vous l'ai dit, j'avais planté, moi, cette culture d'oignons
au mois de fin février, début mars. Et vous vous doutez bien qu'en fin février, début mars, il n'y a aucune graine qui germe. Et c'est bien chose qui s'est passée. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait une intervention 3 semaines après la plantation de ces oignons avec cet outil. Je vais quand même vous présenter. Et ça avait plutôt bien marché parce qu'on avait eu justement toutes les bourraches, la première série de bourraches qui avait germé. Donc j'étais passé avec ma griffe entre les rangs. Vous voyez, hein, entre les rangs, il n'y a rien de plus simple. Voilà, entre les rangs. Et l'avantage de ça, c'est que toutes les bourraches, vous voyez, ça ressemble à ça, des pousses de bourraches. Ça tombe bien parce que là, j'ai les éléments de mon côté. C'est-à-dire que là, j'ai tous les exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, ça c'est une bourrache. Vous voyez, ça aussi. Puis ça grandit, ça devient ça. Voilà, ça fait la première vraie feuille. Puis ça grandit encore, ça devient ça. Ça fait les premières vraies feuilles. Et puis après, ça grandit. Et ça devient bien plus important. En fait, ça fait une hampe florale. Comme celui-là. Vous voyez, hop, une hampe florale. Ici aussi, une hampe florale. Ça, c'est l'inflorescence. Enfin bref, vous comprenez qu'il y avait beaucoup de bourraches ici. Mais une seule gestion mécanique, avec un itinéraire sur très haute densité d'oignons plantés, permet de se priver de désherbage, de second désherbage et de troisième désherbage. Donc j'ai pas eu de second ni de troisième désherbage à faire. Uniquement parce que le pouvoir couvrant des oignons, qui n'est pas important de base, mais comme j'ai planté en haute densité, le devient, et je n'ai pas eu à désherber. Voilà, c'est une bonne astuce de jardin, ça. Si vous n'avez pas beaucoup de terrain, je vous dirais quand même de planter toujours un peu plus serré. Mais si vous avez de la place et que vous voulez tester un peu cette méthode, n'hésitez pas, hein, l'année prochaine. Vous plantez, vous verrez, vous planterez donc espacement entre deux lignes d'oignons. Je vous donne quand même les dimensions. On a un terrain de 80 cm, donc espacement entre deux lignes d'oignons 20 cm. Et sur la ligne, espacement entre interbulbe 5 cm. Comme ça, vous aurez la densité, d'ailleurs d'oignons théoriques, et vous pourrez savoir exactement la quantité d'oignons que vous aurez besoin pour planter. Et en plus de ça, vous aurez normalement plus d'oignons. Bon, à confirmer, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri des ravageurs des maladies. Une densité comme ça élevée a marché cette année parce que nous n'avons pas eu beaucoup d'humidité. C'est-à-dire que c'est vrai que si j'avais eu un temps humide, on pourrait s'attendre en fait à avoir ce qu'on appelle la pourriture du feuillage de l'oignon, et c'est ce que l'on appelle le mildiou de l'oignon. Donc vous n'êtes pas sans savoir que chaque plante a son mildiou adoré. Le plus connu est celui de la tomate parce que c'est le plus embêtant, le plus foudroyant, mais il existe aussi le mildiou de l'oignon, hein. Ne soyez pas dupes. Il n'y a pas que la tomate qui est avec des maladies. Les oignons ne sont pas exempts de maladies du feuillage. Donc il y a les maladies du feuillage pour les oignons, il y a également les maladies du bulbe. Avec trop d'azote, on peut avoir un bulbe qui éclate et qui pourrit. Et on peut avoir, c'est plus un pourrissement d'ailleurs, c'est pas vraiment une maladie, mais ça peut se ressembler d'ailleurs au botrytis, qui fait un peu ces mêmes dégâts. Et on a également les ravageurs aériens, donc les mineuses. Donc vous voyez, en fait, la culture d'oignons en soi est simple, un seul désherbage, une plantation. Mais en termes de ravageurs et de maladies, elle est quand même mise sous pression. D'ailleurs, c'est souvent les cultures les plus simples à conduire qui ont le plus de ravageurs. Quoique, la courgette n'a a priori pas encore de ravageurs en France et n'a pas de problème spécifique de croissance en France, a priori, pour le moment, même si il faut se méfier parce que j'ai vu des vidéos américaines, donc de gens d'il y a 5-6 ans, qui disaient avoir des mouches de la courgette. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils disaient que la mouche piquait le feuillage, la larve, comme pour le poireau, allait jusqu'au niveau de la base de la racine, et puis au niveau du collet de la plante, on avait l'insecte qui logeait ici et qui dévorait tout le plant. Et ensuite, le plant se retrouvait un peu comme les plants de laitue qui sont mangés par les noctuelles. Et on se retrouve avec un collet coupé, c'est-à-dire que là, ici, la base de la plante est morte, donc la plante fane et meurt. Donc vous voyez, il y a quand même des ravageurs à chaque plante, même les plantes les plus résistantes. On pourrait s'attendre à quelque chose de simple pour la courgette, mais il faut quand même se méfier. C'est pour ça que je vous inviterai toujours à avoir des cultures vigoureuses, parce que c'est toujours dans les cultures les moins vigoureuses que les ravageurs peuvent s'implanter le plus vite. C'est faux à croire, mais c'est comme ça. Voilà, on va quand même passer à la prochaine parcelle. Donc là, rien à déclarer, hein. J'ai fait un essai de plantation entre des tomates et des choux rouges. Donc les choux rouges ont l'avantage de pousser pas très haut, et les tomates, bon, c'est du classique. Il y a quand même des ravageurs, comme je vous l'ai dit, du sol. Alors vous voyez ici, notamment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un petit défaut au niveau de ce plan, et sur celui-ci aussi. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne saurais vous l'expliquer, mais sinon le reste des choux
au fond est bien lancé pour l'instant. Et les tomates repiquées sont bien lancées également. On a du beau feuillage. On n'a pas les plants les plus avancés. J'ai pas les plants les plus avancés de la saison. Ça, en gros, c'est mon plus beau plan. Voilà. Pour vous donner un petit repère. Ah, vous aurez certainement des plus beaux plans que moi, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est sûr que vous aurez des plus beaux plans que moi, mais bon, je sais pas. Ce sont peut-être mes plans. Et mes plans, bah, je les aime bien. Donc bon, vous voyez, c'est toujours un compromis. Hein. J'aurais pu acheter des plants et les planter, j'aurais eu 50 cm de terre. Mais là, je sais c'est quoi les variétés. Il y a des variétés là-dedans qui sont réellement résistantes au mildiou. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à voir une vidéo intéressante d'ailleurs du jardinier, donc sous le pseudonyme Agriculture Vivrière sur YouTube. Et vous pouvez retrouver la vidéo de 2021 que j'avais vue à ce moment-là qui parlait des tomates et de son expérience sur la résistance des tomates. Et il avait évoqué le nom de deux variétés, me semble-t-il qu'il y avait Crimson Crush et Crimson Blush de mémoire. Et ces variétés, je ne les ai pas trouvées, effectivement, il les avait achetées il avait dit qu'il les avait achetées dans l'Est, quoi, de la France, au Luxembourg, enfin, je ne sais plus. Et moi, je les ai pas retrouvées ici dans le nord de la France, on n'a pas accès à ces variétés, j'ai l'impression. J'en ai vu en Irlande, mais les frais d'envoi d'Irlande jusqu'au nord de la France, il y a quand même 3000 km hein, entre l'Irlande et le nord de la France. 3000 km, ça coûte beaucoup d'argent. Donc j'en aurais eu pour plus de 15 € de graines de tomates. En plus c'est des F1, donc je ne pourrais pas les reproduire, quoique je ne pourrais pas les reproduire à l'identique. Enfin bref, vous voyez le délire. Donc j'ai pris des variétés, d'autres variétés. On en reparlera, donc si vous voulez suivre cette chaîne, et notamment l'avancée des tomates sans mildiou, a priori résistantes au mildiou, et ben n'hésitez pas à me suivre. Voilà, régulièrement je posterai des vidéos d'avancement de ces tomates. Et j'ai quand même des variétés de tomates classiques, hein, ne vous inquiétez pas. Ça me semble-t-il d'ailleurs que c'est une tomate marmande. Bon, à confirmer parce que je n'ai plus du tout en fait le nom des variétés, car j'ai fait une grosse erreur ou pas, dans ma pépinière. J'avais posé tous mes plants ici, tous mes plants avec les bonnes variétés. Et en fait, les variétés, le nom des variétés de tomates, je les avais prises en photo. Bah, j'ai perdu la photo. C'est incroyable, j'ai perdu la photo. C'est-à-dire que je me retrouve avec le premier nom de la variété, c'était... je vais pas vous dire le nom parce que c'est une variété F1 en test cette année. C'était une variété soi-disant résistante au mildiou. Donc j'avais quand même les plants de résistance au mildiou que j'avais en tête et que j'ai pu planter. Mais les autres plants, je vais pas vous mentir, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a de la tomate poire jaune, il y a de la tomate cerise, me semble-t-il, c'est une variété Pendolino, c'est une variété F1 qu'on m'a offerte. J'ai également de la tomate marmande, j'ai de la tomate Green Zebra, j'ai de la tomate de Crimée. Donc vous voyez, j'ai plein de tomates différentes et je ne saurais vous énumérer les variétés maintenant sur cette parcelle, d'ailleurs sur toutes mes tomates, hein, je peux pas vous énumérer les variétés. Il y en a plus d'une dizaine. Voilà. On va éviter de s'éterniser de plus parce que là, cette parcelle-là, il y a rien à dire de spécial. Concombre et c'est les laitues rouge grenobloise, me semble-t-il. Non, Red Bowl. C'est laitue Red Bowl et concombre. Alors les plants verts là-bas, c'est parce que j'en avais plus, donc c'est d'autres variétés. Ou c'est attraction, ou c'est lilloise, ou c'est qui ne monte pas. Enfin bref, c'est les trois variétés là, c'est presque les mêmes. Donc voilà. Ici, un itinéraire de carottes sur butte. Alors vous voyez, les carottes ont levé, comme je vous l'ai dit, mais j'avais 3 rosées, donc je n'ai pas une superbe levée. Alors on a quand même de la belle carotte, hein. Faut pas croire que j'ai rien du tout. Ouais, enfin c'est plutôt joli, donc pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir un truc super homogène, super net. Vous voyez là par exemple, là je n'ai rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu avec une pelle et je suis venu donc entre mes deux lignes. En fait, je suis en double rang ici. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui n'auraient pas vu ma vidéo short, je suis en double rang, c'est-à-dire que là j'ai 5 cm d'écart et j'ai planté ça sur une butte, hop, de 2 mètres. Donc j'ai 6 mètres linéaires en soi, mais j'ai 2 rangs de carottes, donc ils vont se faire concurrence. Et j'ai rajouté un 3e rang entre les 2 rangs, donc de carottes. Et ça ce sera pour les zones où il n'y a vraiment rien, comme ici là, il n'y a vraiment rien ici, donc je vais juste laisser les carottes du milieu, et puis tant pis pour le double rang. Et puis de toute manière, ça permettra de faire un petit comparatif des dates de semis, et puis de la différence entre monorang et birang. Donc ça c'est un petit comparatif intéressant à faire au jardin. Et de toute manière, pour les cultures, bah voilà, il faut toujours faire des comparatifs. Et c'est pour ça que cette année j'ai testé les choux raves. Transition toute trouvée. Vous voyez, ça c'est du chou rave. Donc pas tardé à récolter, hein.
Je sais pas du tout comment ça se goûte, dans le sens, c'est quoi l'arôme de ce légume. Tout ce que je sais, c'est que ça coûte super cher au primeur, donc j'en ai fait de mon côté une bonne flottaison, parce que je n'ai pas envie de payer des légumes super chers et je ne sais pas c'est quoi le goût. Donc dans le pire des cas, ça retourne au compost, je revends les graines et on n'en reparle plus. Dans le meilleur des cas, ça me fait des belles salades de début de printemps. Voilà, j'en ai d'autres ici. Ici, ils font plus de feuilles et moins de bulbes. Voilà. Quoique, non, c'est relativement pareil en fait. Du chou rave de printemps. La serre, je pense pas que je vais vous faire un suivi parce qu'il n'y a presque plus rien dedans. Il y a juste des laitues, des choux, des dernières tomates, quelques aliacées. Rien de plus intéressant. Par contre, ça c'est très intéressant, vous voyez, je vous l'avais demandé, enfin je vous l'avais recommandé plutôt, de toujours planter vos cultures de printemps très tôt aux parcelles les plus exposées à la lumière, parce que l'on gagne vraiment en précocité, et c'est pas à 1 ou 2 journées près, hein, c'est vraiment à plusieurs semaines de différence. Vous voyez, à une date de semis beaucoup plus tardive, ces fèves-là sont déjà avec des gousses, pas mal de gousses, hein, il faut pas croire qu'il n'y a pas de gousses, tandis que des fèves que j'ai semées beaucoup plus tôt, je les ai semées mi-février, dans une terre un peu plus argileuse, avec beaucoup moins de soleil, de luminosité et de chaleur. Donc vous voyez, on est à peine au stade pollinisation et on est à peine au stade nouaison. Donc ça prend du temps. C'est le stade nouaison, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui regarderaient ma vidéo. Bah écoutez, c'est le stade où l'on a la première fève qui commence, qui a fini d'être pollinisée, qui commence à grossir. Donc vous voyez là, on a un stade nouaison plutôt bien avancé. Voilà. C'est intéressant, mais c'est long. C'est pas normal d'être aussi long, hein. Moi j'ai connu des cultures de fèves bien plus rapides à pousser, alors que j'étais encore sur des anciennes variétés, Aguadulce, etc. Ici c'est une autre variété, on en reparlera au moment de la récolte. Mais je ne peux pas vous dire le nom de la variété comme ça, parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle vaut en fait. Donc je ne pourrais pas vous la recommander pour le moment. Voilà. Et pour être... vous commencez à me connaître sur ma chaîne, j'aime bien vous donner des choses qui marchent. Dossier de parcelle ici, c'est globalement la parcelle d'ail qu'on avait parlé avec les échalotes, je vous rappelle, qui avait pris un peu la mineuse malgré le filet. Donc j'en reparlerai pas de ça parce que il n'y a pas de changement. Ce sera attendre jusqu'à la récolte. Et si vous voulez plus de détails sur cette culture, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée et que je vous mettrai en fiche juste là, normalement. Voilà. Et ici, ce sont les tomates que j'ai arrosées au purin d'ortie. Donc en rapport avec la vidéo booster les tomates au purin d'ortie que je fais chaque année. Voilà, je vous invite aussi à la voir. Et globalement, pas d'évolution de plus, mis à part un feuillage bien plus intéressant. Parce que je vous l'ai dit, hein, que ça marche. Hein. Donc là, on est 2 jours après le traitement. Et comme d'habitude, ça marche très bien. Donc bon, voilà, pas de souci de ce côté-là. C'est pas de l'astuce bullshit ce que je vous donne, c'est vraiment de la bonne astuce. Voilà, qui peut sauver des saisons entières de potager, de jardinier. C'est quand même intéressant d'avoir de la tomate hein, dans le jardin. Quand on voit le goût des tomates qui sont au supermarché, chaque année c'est de moins en moins bon et chaque année c'est de plus en plus cher. Donc vraiment, je vous inviterai à faire vos tomates vous-même. Et en plus de ça, il y a un côté éthique derrière ça. On ne sait pas vraiment d'où elles viennent les tomates du magasin. On ne sait pas vraiment qui les entretient. On passe sur le deuxième terrain et vous voyez que je suis pas mal embêté avec les pucerons de la fève. C'est un puceron noir qui vient choper la sève de la fève lorsqu'elle est encore en activité, c'est-à-dire en croissance. Mais c'est bizarre parce que j'en ai que sur certains plants et pas du tout sur les autres au fond. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un flux de sève plus important ici, peut-être qu'il y avait ici il y avait peut-être un morceau de fumier un peu plus important. J'ai mal épandu et du coup les fèves ont plus d'azote donc elles poussent plus. Mais globalement elles font beaucoup plus de feuillage celles-là. Beaucoup plus de feuillage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un acteur qui module la vie des plantes, le puceron, et qui se module lui-même. C'est-à-dire que les pucerons se multiplient lorsqu'il y a beaucoup à manger, mais lorsqu'ils se multiplient et qu'il y a beaucoup à manger, il y aura de moins en moins à manger. Et donc ils vont eux-mêmes arriver sur la plante et eux-mêmes mourir sur la plante. Je trouve que c'est une belle chose à noter. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, qui seraient un peu inquiets par ça, là, ces fèves remplies de pucerons, ne vous inquiétez pas. Les pucerons seront là un jour et puis ils ne seront plus là une autre journée. Et puis c'est le cycle du vivant de toute manière. Hein. Chaque individu qui vit cherche à moduler la croissance de l'autre. Voilà. Ici j'ai des belles parcelles, j'aime bien ça. J'aime bien ce petit terrain juste là, j'ai toutes des belles cultures.
Ici j'ai de la laitue à couper et plein de laitues à traction, lilloise, rouge grenobloise, 4 saisons, enfin plein de variétés différentes. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette parcelle, c'est que il y a beaucoup de diversité en fait. On a vraiment le choix du goût de la laitue. J'ai envie d'un peu de croquant, je prends plutôt une Batavia dorée de printemps. Je veux un peu de tendresse, bah je prends plutôt une laitue lilloise ou une laitue à traction. Je veux un peu de couleur, je prends une laitue Red Bowl ou je prends une laitue 4 saisons. Et je veux un mix de tout ça, bah je prends je prends tout quoi. Enfin vous avez compris l'idée. Ou je veux un truc rapide à laver, et bah je prends la laitue à couper, feuille de chêne blonde. Voilà, c'est très intéressant d'avoir des mélanges comme ça variétaux. Et la diversité est reine au potager. Ça c'est vraiment important. Et ici, c'est un nouvel essai, je ne vous en parlerai pas. Plus que ça, mis à part que c'est une belle culture qui pousse. Donc vous l'avez compris, c'est du petit pois. Alors elle est plus haute que moi. Je vous rappelle, je fais 1m85. D'habitude les pois sont à 1m70 maximum, 1m70. Et là ils sont vraiment gros, beaucoup de fleurs, beaucoup d'espoir d'une grosse récolte. Par contre la structure est en train de dangereusement s'affaisser, c'est-à-dire que là on a un gros bloc, un monobloc de fèves, mais le jour où il y aura, enfin de pois excusez-moi, mais le jour où on aura beaucoup de pois sur toutes les gousses, et ben ça va faire beaucoup du coup de poids pour le coup. Et jeu de mots tout trouvé, ça risquera de fortement pencher en fait. Il suffit qu'il y ait une pluie et toutes les gousses de pois qui sont quasiment au stade récolte, avec un peu de vent, tout se couche. Et là je suis foutu parce que pour récupérer tout ça de fèves sans les abîmer, c'est quasiment impossible. Donc je prends déjà les choses de devant et je mets des jambes de force. Donc j'ai mis des jambes de force à gauche à droite. Donc des petites jambes de force modestes, hein. Mais je préfère quand même assurer le coup. Et faites de même pour vos cultures, parce que le jour où elles tombent, c'est vraiment là où on se dit ah punaise, on aurait économisé beaucoup de temps et d'énergie si on avait juste pris la peine d'avoir posé quelques jambes de force. Je vais en rajouter une ou deux là sur les coins de chaque côté, je pense, dès qu'il y aura une grosse densité de cosses qui arriveront à maturité, pour vraiment éviter la casse, hein, parce que ça coûte trop cher en fait à faire une culture comme ça de pois. Je vous rappelle que le pois, c'est au potager, c'est du bonus. Le pois n'est pas rentable au potager, c'est-à-dire que il est certes extrêmement bon, extrêmement qualitatif en termes de qualité, de valeur marchande, il est plutôt élevé, mais en valeur tout court, en valeur brute, ça coûte pas grand-chose. Donc il faut vraiment assurer cette culture. Et c'est un peu comme les fèves, c'est une culture qui prend beaucoup de place, qui ne produit pas beaucoup. Donc ces cultures-là, il faut vraiment les gérer au mieux et il faut vraiment les réussir. Et en général, vous n'avez pas le choix. Donc moi, je veux vraiment les réussir et je mets tous les moyens de mon côté. Voilà. D'ailleurs, c'était une culture intéressante parce que vous voyez, la terre ici n'était pas forcément la plus optimale. Oui, on a des mottes. Ça a été semé un peu à l'arrache comme ça. Ça avait été semé il y a de ça au début du mois de mars. Et ça avait pas du tout, il n'y a pas du tout en fait eu d'entretien particulier. Il y a eu 2 désherbages mécaniques lorsque les pois venaient de monter et ils faisaient à peine 4-5 cm. Donc sur l'inter-rang et sur les côtés des rangs. Il y a eu un butage pour renforcer le pied juste avant la dépose de la structure en bambou pour la maintenir. Et mis à part ça, il y a eu filet, structure en bambou. Vous voyez, tout ça, ce sont des interventions simples. Mais le seul facteur limitant en fait sur le pois, c'est vraiment la quantité de temps qu'on a à allouer, parce que même la récolte est longue. Tout est long dans le pois. La pousse de printemps est assez longue, parce que c'est une variété assez tardive qui est seulement en floraison, vous le voyez, on est quand même début juin. On a aussi une pousse qui est assez lente en fonction de la météo. Alors cette année c'était plutôt rapide hein, en plus. Alors vous voyez bien, elle est plutôt rapide et on est seulement au stade floraison début juin. Alors c'est magnifique, hein, je dis pas, hein, mais il faut quand même optimiser les ressources que l'on a à disposition et que l'on alloue au potager, parce que c'est une culture qui prend beaucoup de temps. Le semis est long parce qu'on doit le semer graine par graine. Les désherbages ça va vite, le butage va vite. Ensuite la dépose du filet et de toute la structure, ça prend aussi du temps. C'est pas possible, tous ces engins motorisés là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils me ruinent ma vidéo. Et après il y a aussi la récolte qui sera longue. Voilà. Mais en fait c'est un compromis le jardin, c'est-à-dire que un coup on dépense beaucoup de temps, il y a beaucoup de biodiversité, puis de l'autre côté bah ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, ne perdons pas le temps que l'on a qui est en ressources limitées. Je vous rappelle que le temps est le facteur numéro 1 avant toute chose dans la vie. Ici pommes de terre,
rien à signaler, hein, plantation au mois de mars. Elles sont en train de couvrir le sol, et donc à partir de ce moment-là, l'avantage c'est qu'on n'a plus du tout d'herbes qui peuvent pousser. Vous voyez ici les dernières graminées, en fait on va les retrouver au mois d'août, complètement sèches, sous le feuillage des pommes de terre en train de faner. Donc l'avantage de cette culture de pommes de terre, c'est vraiment de désherber la terre. Ça tombe bien ici, j'avais beaucoup d'herbes, donc c'est pour ça que j'ai mis des patates. Vous voyez, c'est toujours pour réfléchir à l'optimisation. Et ici, dernier patchwork intéressant. Alors, des haricots sur une structure métallique. Et vous voyez que j'ai pas encore mis de filet. Et l'idée ici était simple, c'est de mettre un fil et un poids en bas pour que le haricot grimpe sur une ficelle. Ficelle tendue par le poids du bazar. Et l'idée simple derrière ça, c'est juste d'avoir une fenêtre de temps supplémentaire avant de mettre un vrai filet. Voilà, et ici on a les dernières courges qui ont été plantées. Donc c'est la seule parcelle que j'aurai, 2-3 plants de courges. Ça va largement suffire pour toute une famille. Et moi je vous laisse là, à bientôt.